Salut à vous les amis de la terreur. L'histoire que je vous propose aujourd'hui est une histoire courte que j'avais écrite en 2003 en me documentant sur des tueurs en série. Du coup, le voleur de visage est un mix de plusieurs tueurs en série et on va rentrer dans leur tête. Donc les âmes sensibles seront bien inspirées de ne pas écouter l'histoire parce qu'elle contient quand même des détails un peu gore. Mais pour les autres, eh bien vous allez voir, on va vérifier une fois de plus que celui qui vit par le glaive périt par le glaive. On a affaire à un tueur qui s'appelle donc le voleur de visage et qui revient de l'au-delà pour nous raconter sa mort. Mais on va se rendre compte, si vous écoutez une autre histoire qui se trouve sur la chaîne et qui s'intitule Fenêtre sur l'horreur, que le tueur nous a probablement roulé dans la farine. C'était un sacré mythomane. Allez, je vous laisse frémir avec ce voleur de visage qui est assez terrifiant et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Sturpy Horror Stories. Bon voyage. Il y avait eu cette vague de disparitions mystérieuses de femmes. Et puis 3 cadavres retrouvés dans une forêt en Lorraine. Un vent de panique s'était emparé de la région. On parlait d'un tueur en série et de sa signature, retrouvée sur les 3 corps mutilés. Dans les journaux, on conseillait aux femmes rousses de ne pas s'arrêter le soir à la vue d'une berline de couleur foncée en panne sur la N17. Des témoins avaient effectivement aperçu sur cette route la même voiture, sur le bas-côté, warning allumé, au soir de la disparition d'une des victimes. Une Ford marron et un homme penché derrière son capot ouvert. Le principal témoin n'avait pas pu donner une description précise du suspect. Néanmoins, d'après lui, il portait des lunettes et devait mesurer plus d'1,80 m. Mais c'est faux! De mon vivant, je mesurais à peine 1,68 m et n'ai jamais porté de lunettes. De plus, ma dernière voiture était une Opel et non pas une Ford. Comment auriez-vous voulu qu'il me retrouve avec ça? Bienvenue dans cet écho du crépuscule qui se change une nouvelle fois en écho de l'au-delà. Revenu des ténèbres où son vice l'a emporté, le voleur de visage nous démontre qu'un être ignoble n'est pas à l'abri de rencontrer la mort dans des conditions atroces. Ils n'ont retrouvé que 3 cadavres sur les 7. Si je n'étais pas mort, j'aurais sans doute continué jusqu'à ce qu'ils m'arrêtent. Ou pas. Il se trouve qu'à ce jour terrestre, il croit que le tueur court toujours. Les circonstances de ma mort contribuent à cette théorie. On a mis ma dépouille en terre sans que j'aie jamais lâché mon sinistre secret. Le tueur au cordon, C'est le premier surnom que m'a donné la presse. court toujours. Je procédais toujours de la même manière. Comme le chasseur que j'étais, je m'enquérais des habitudes de mes proies avant de les surprendre par ruse. Pire qu'un prédateur impulsif, un prédateur pensant. Voilà bien toute l'horreur de l'humanité, à laquelle je contribuais. À laquelle d'autres encore plus abominables que moi contribuent. Certains d'une manière très propre et avec l'aval de l'opinion publique. C'est sûr, l'opinion publique ne m'aimait pas le moins du monde. À la vérité, elle ne faisait que me rendre la haine que je lui vouais depuis bien longtemps. Car si je tuais des individus, c'est la société que je voulais atteindre à travers eux. Cette société dégueulasse qui tue à sa manière, dans l'approbation générale, et m'assassinait à petit feu. Oui, je ne voyais que cette face du monde des hommes. Le profit à tout prix, la mesquinerie, l'hypocrisie, la bassesse et la surexploitation de tout ce qui vit. Ce monde m'avait rejeté, alors sans plus de scrupules qu'il n'en eut à mon égard, je l'ai rendu plus dégueulasse encore qu'il ne l'est. Je suis allé au plus facile, au plus séduisant, et j'ai trouvé refuge dans cette lâche violence. Il s'agit là de ce que vous appelleriez un pléonasme. Mais cette lâche violence me paraissait apaiser mes souffrances. Je me suis complu dans l'horreur que j'ai trouvée au fond de mon être de chair. Cette chair et tous ses dysfonctionnements, cette chair et ses besoins impérieux. Les femmes, mon malheur. Je les craignais autant que je les détestais. Mes rares relations amoureuses se sont terminées dans la violence, les larmes et le sang. Je ressentais le besoin de les faire souffrir.
tant moralement que physiquement. L'une d'entre elles, Sandy, que j'avais rencontrée 3 ans avant ma mort, a renforcé en moi ce besoin de repousser toujours plus loin les limites de l'excitation et de la jouissance. Après elle, notre relation aura duré 13 mois terrestres. J'ai franchi le cap du fantasme. Je me suis mis à tuer. J'ai poussé la souffrance et l'humiliation de mes victimes jusqu'au sommet du grand toboggan. Comme je n'avais pas assez profité de la première à cause du trac, j'ai recommencé 6 fois, et c'était à chaque fois plus intense. À voir ces femmes agoniser, j'avais peine à me contenir. Oui, j'aurais continué encore et encore. Pour moi, l'existence des autres avait perdu tout attrait, et surtout toute réalité. Les femmes, rousses, sveltes et de tous âges, représentaient simplement à mes yeux des idoles à sacrifier sur l'autel de mes fantasmes les plus vils. Mon psy pensait, à juste titre, car j'en ai consulté un après ma seconde rupture, peu de temps avant de rencontrer Sandy. Il pensait que ma méfiance à l'égard des femmes venait de la crainte de ma propre mère. À l'époque, je n'avais pas encore poussé ma folie à son paroxysme, mais suffisamment pour que mon ex me conseille de consulter. Ce que je fis donc, le temps de 5 séances. Au début, avec Sandy, j'ai cru que j'allais mieux, alors j'ai renoncé à la thérapie, qui aurait pu peut-être m'éviter d'écourter mon séjour sur la Terre. Mais à partir de là, ça n'a été que de mal en pis. J'exerçais la profession de comptable et jouais du violoncelle dans un petit orchestre de chambre. Pas un orchestre philharmonique, mais nous jouions une dizaine de fois l'année et intégrions parfois des plus grandes formations sur certains concerts. Gamin, j'avais détesté autant le violoncelle que plus tard les femmes. C'est sans doute pour ça que c'est à l'aide d'une corde de mon instrument que je les mettais à mort. Les blâmes blessants de ma professeure hystérique me rendaient phobique au contact de ce corps de bois satiné comme une peau, à ses courbes féminines. Je ne sais d'ailleurs pourquoi j'ai continué à en jouer ma vie durant. J'ai surpris la première alors qu'elle sortait de son travail, une secrétaire dentaire. À ce jour, sa dépouille n'a toujours pas été retrouvée. Comme chaque jour, elle sortait en dernier après s'être occupée de la fermeture de la boutique. Et comme pour chacune d'entre elles, je l'ai chloroformée avant de l'emporter dans le coffre de ma voiture. Après l'avoir violée, je n'ai pas vraiment torturé la première, je l'ai étranglée à l'aide de ma fameuse corde que les coupures de presse ont qualifiée de cordon. Du sang a coulé et un peu de la chair du cou s'est détachée. C'est alors que j'ai eu l'idée qui m'a valu mon deuxième surnom, tristement célèbre, mais ô combien poétique, le voleur de visage. Il se trouve que j'avais toujours dans ma voiture un gros couteau de chasse extrêmement bien aiguisé. La première était certes un peu ratée, j'avais mal décollé la chair des os de ses pommettes, si bien que des lambeaux y restèrent accrochés. Je ne suis pas parvenu à avoir la totalité de son visage. Par contre, ce scalp couleur acajou, au toucher si soyeux, je l'ai gardé longtemps dans un parfait état. De ce fait, on m'a aussi surnommé le scalpeur de rousse. Oui, c'est vrai, ma mère était rousse. De la teinture, comme toutes mes victimes. La seconde, je l'ai eue sur la route. Je vous passe les détails. Disons que j'ai abusé de sa confiance. Le visage était parfaitement réussi, le scalp un peu moins. La troisième, je vous en parle même pas, j'avais poussé un peu loin ma séance de torture. Son visage tuméfié ne ressemblait plus à rien. Je l'ai quand même pris avec la peau du crâne et sa toison acajou, dont j'avais malencontreusement arraché quelques touffes de ci de là. La suivante fut ma plus belle œuvre. Le cuir chevelu s'était décollé avec une facilité déconcertante. J'ai eu tout le visage, parfait, laiteux, avec même les cils cette fois. C'est l'un des 3 corps sur 7 que les enquêteurs ont retrouvé suite à la découverte faite par des promeneurs et leurs chiens. La suivante ne m'a pas beaucoup marqué, celle d'après non plus. En revanche, j'ai un souvenir très précis du parfum, de la voix et du regard implorant de celle de la nuit du 13 août. Celle-là m'avait donné du fil à retordre au moment de la capture. Je ne l'ai pas ménagée quand elle fut à ma merci. Sa peau était souple et sentait bon. Je n'ai eu qu'un seul regret, n'avoir pas eu la présence d'esprit de leur demander leur prénom. Enfin, si, il y a eu Katrina, ma dernière proie. Mais c'est un peu différent car elle, je l'ai séduite. À moins que ce ne fût l'inverse.
Pour elle, j'avais un peu bouleversé mon mode opératoire. Nous avons pris le temps de bavarder, et même de fumer une cigarette à l'orée du bois où je l'avais entraînée. Je l'avais entraînée là sous prétexte de lui montrer un chêne bicentenaire sur lequel notre conversation s'était engagée. Alors que nous parlions, je dévorais son visage des yeux. Et sa chevelure. Ah, sa chevelure. Katrina, la seule proie dont je connaissais le nom. Planquée dans la poche de ma veste à l'intérieur d'une pochette plastique hermétiquement zippée, la gaze imbibée de chloroforme. J'ai attendu le moment propice pour attaquer. Nous marchions côte à côte. Il fallait qu'elle passât devant. Étonnamment, elle ne se méfiait pas, bien que nous eûmes évoqué le voleur de visage qui s'attaquait aux femmes rousses, comme elle. Il s'attaquait apparemment aussi aux hommes, m'avait-elle dit, tandis que je levais un sourcil étonné. Au matin, on avait retrouvé le corps d'un homme, étranglé à l'aide d'un cordon, au visage et à la peau du crâne arrachés. Pour les journalistes, ça ne faisait pas de doute, c'était signé le tueur au cordon, alias le voleur de visage. Mais non, ce n'était pas moi, évidemment. Mais le foyer de la folie ne s'enflammant rarement qu'à un seul endroit sans se répandre, j'avais sans doute inspiré un imitateur. Outre le fait que ça contribuerait à embrouiller l'enquête, je m'en trouvais flatté. Mais la seule différence dans le mode opératoire, précisa Katrina, c'est la façon dont cette victime a été anesthésiée avant sa mort. À l'autopsie, on a remarqué que l'homme portait une trace de piqûre dans le cou. Katrina avait à peine fini sa phrase que je sentis un picotement dans mon cou. Ma vue s'est troublée, mes jambes se sont dérobées. Le trou noir dura je ne sais combien de temps, mais j'aurais préféré ne jamais en sortir. Car avant de passer dans mon état actuel, en reprenant un instant conscience, j'ai connu l'horrible souffrance de mes chairs à vif. Car oui, il y avait encore une différence dans le modus operandi de mon imitatrice. Katrina, elle, découpe les visages et arrache la chevelure avant la mise à mort. Et puis, elle utilise un vrai cordon, et pas une corde de violoncelle. Un câble de frein effiloché, plus exactement. Ouh, alors ça c'est hard, hein.